ami Silahif de nous avoir conviés à ces troisièmes assises de psychiatrie privée de Sfax et du Sud, auquel il me fait beaucoup plaisir de participer par cet exposé intitulé Troubles déficit de l'attention avec hyperactivité et troubles bipolaires, les similitudes, les divergences et quelques aspects culturels. Voici le sommaire de mon exposé. Donc, après l'introduction, je vais passer en revue l'épidémiologie du trouble déficit d'attention et de la comorbidité trouble déficit d'attention, hyperactivité et bipolarité. Je vais souligner les difficultés du diagnostic, également l'influence de la culture sur la prévalence des troubles et des facteurs impliqués, et enfin, donc, je ferai un petit survol sur quelques études tunisiennes sur le trouble déficitaire d'attention avec l'hyperactivité. En introduction, il y a lieu de rappeler que l'hyperactivité est un symptôme fréquent en pratique psychiatrique, et ce symptôme nécessite d'être rattaché à une étiologie. La distinction sémiologique entre hyperactivité d'une manière générale et trouble bipolaire n'est pas facile, car il existe des signes communs, et ces signes qui sont communs, ces similitudes exigent donc un temps suffisant d'évaluation. Également, les liens entre ces deux entités, bipolarité, spectre bipolaire, et également trouble déficitaire d'attention et hyperactivité, sont encore controversés et en voie de validation, notamment pour le TADA, pour le trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité, et notamment pour l'hyperactivité chez l'adulte. C'est un concept qui reste encore en voie de validation. Pour les pédopsychiatres, cette entité existe et les médicaments sont connus et codifiés, mais pour les adultes, le DSM-5 établit des critères pour les sujets supérieurs qui ont un âge supérieur à 18 ans, mais dans la pratique, ce n'est pas encore validé, ce n'est pas encore dans notre pratique. Pour ce qui est de l'épidémiologie du trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité, la prévalence est de 3 à 7%, et cette prévalence dépend de plusieurs critères, dépend de plusieurs facteurs, comme par exemple les outils de diagnostic utilisés, les critères utilisés, mais également l'âge, le sexe et la culture. Voici un aperçu interculturel de la prévalence du trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité dans certains pays occidentaux, et vous voyez que donc, les prévalences sont variables. La comorbidité également, trouble déficitaire d'attention, hyperactivité, bipolarité, est fréquente. 8% des troubles des hyperactifs donc, peuvent présenter également un trouble bipolaire, et à l'opposé, 11 à 80% des bipolaires peuvent présenter un trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité, mais vous voyez que là, donc, la marge est assez large, donc c'est pas très précis, et les troubles bipolaires sont 3,5 fois plus fréquents chez les hyperactifs, et les bipolaires à début précoce ont donc 80 à 97% un trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité. Voyons maintenant la comorbidité hyperactivité et bipolarité. Les difficultés du diagnostic sont connues, je l'ai souligné en préambule. Compte tenu que l'hyperactivité est un symptôme transnosographique, il se retrouve dans pas mal de pathologies, d'entités, de concepts psychiatriques, la schizophrénie, les troubles anxieux, la bipolarité, les troubles de la personnalité, l'abus de substances, et notamment le trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité. Dans ce cadre, le sous-type impulsif hyperactif du trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité se rapproche de certaines formes du spectre bipolaire, notamment, donc, comme le souligne cette figure, notamment dans des formes à cycle rapide. Quelles sont les similitudes et les divergences? Commençons par certaines divergences. Si pour le trouble bipolaire, la maladie est cyclique, pour le trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité, il s'agit d'un trouble qui est constant, donc celui qui a une hyperactivité présente son hyperactivité, surtout pour les enfants, donc c'est un trouble constant. Et si le début est généralement plutôt tardif, classiquement, même si on décrit des formes de bipolarité à début précoce, le début donc, de l'hyperactivité généralement est précoce, et c'est décrit par les pédopsychiatres chez les enfants donc d'un âge inférieur à 7 ans. Sur le plan clinique également, il y a des divergences. Donc j'insiste sur, par exemple, la dysphorie qui est fréquente dans le trouble bipolaire, donc le bipolaire associé. Donc la dysphorie est moins fréquente dans le TADA, donc le trouble déficitaire d'attention. L'empathie, donc elle est fréquente comme symptôme, elle est plus ou moins présente dans le TADA. L'évolution est récurrente, elle est cyclique et épisodique dans le trouble bipolaire
bipolaire, elle est chronique dans le trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité. Les symptômes psychotiques peuvent exister dans certaines formes délirants ou psychotiques du trouble bipolaire. Les symptômes psychotiques sont pratiquement absents dans les TAGA et bien sûr il y a une charge génétique, des antécédents familiaux dysthymiques de bipolarité dans le trouble bipolaire, chose qui n'est pas très classique dans le trouble déficitaire d'attention. Les critères du trouble déficitaire d'attention avec adulte donc, sont connus. Donc il y a des critères américains, donc là je les rappelle rapidement: hyperactivité, déficit d'attention, difficulté d'organisation, impulsivité, labilité, tempérament explosif, hyperréactivité. Donc ces mêmes critères sont repris par le DSM-4 et récemment par le DSM-5, donc c'est pratiquement les mêmes critères avec l'hyperactivité, l'impulsivité. Et ces critères-là se rapprochent un tout petit peu quand on jette un coup d'œil attentif et quand on compare, ces critères se rapprochent des manifestations de l'hypomanie avec une hyperactivité, des sentiments d'énergie, des idées et projets, des sentiments de confiance en soi un peu exagérés, etc. Ce qui fait effectivement qu'il y a des problèmes de diagnostic. Ces problèmes de diagnostic, de différentiel, sont en rapport avec cette superposition des symptômes de manie et du trouble déficitaire d'attention. Et cette superposition se voit aussi bien, comme le montre cette figure, aussi bien chez les garçons que chez les filles. En résumé, voici quelques points communs et quelques différences entre trouble déficitaire d'attention, hyperactivité et bipolarité. Point commun: augmentation de l'activité, difficulté de sommeil ou de concentration, irritabilité, diagnostic retardé, forte comorbidité et donc charge génétique. Les différences, c'est que classiquement, donc, le trouble bipolaire est une pathologie d'adulte, quoiqu'elle peut commencer d'une façon précoce, versus pathologie de l'enfance. Classiquement, quoique maintenant, vous voyez que c'est encore controversé, on décrit un trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité chez l'adulte, mais ce n'est pas encore validé. Et les différences, c'est que les formes de sévérité sont variables. Reconnaître donc le trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité, le reconnaître, le différencier de la bipolarité n'est pas toujours chose aisée, n'est pas facile, compte tenu de l'existence de difficultés, comme je viens de le dire, de diagnostic différentiel. Et dans ces difficultés du diagnostic, la culture y est peut-être pour quelque chose. Et c'est une piste de recherche qui peut être intéressante. Voyant un tout petit peu, jetant un œil sur l'influence éventuelle de la culture sur la prévalence des troubles bipolaires, en commençant d'abord par vous rappeler, parce qu'on le sait, ça, la culture a une influence sur l'épidémiologie et la clinique de la bipolarité, et à la fin, jetant un œil sur l'influence de la culture sur le trouble déficitaire d'attention. Commençant par rappeler un peu que dans la culture occidentale, par exemple, il y a une prévalence de la dépression sur la manie, et plusieurs études occidentales notamment ont montré que la dépression est l'expression la plus fréquente du trouble bipolaire en Occident, et que l'épisode inaugural d'un trouble bipolaire est le type dépressif dans des 3 quarts des cas. À titre indicatif, une étude de la Fondation Stanley portant sur le suivi de 258 patients a montré que les sujets étaient déprimés 3 fois plus de temps que maniaques, et ce malgré un traitement qui comporte un bon nombre de psychotropes. À Kiscal, après un suivi hebdomadaire de plusieurs patients, 246 patients présentant un trouble bipolaire 1 sur une moyenne de 12 ans, a rapporté que les sujets étaient malades pendant 43% du temps et présentaient des symptômes dépressifs pendant le tiers du temps. Et la bipolarité semble relativement rare au milieu africain à l'opposé, donc, mais le fait le plus frappant et le moins contestable est que la fréquence est nettement plus faible des formes dépressives. Donc chez les Africains, dans les pays du Sud, donc la dépression est moins fréquente. À titre d'exemple, à titre indicatif, pour illustrer ça, une étude anglaise de la prévalence de la dépression en milieu hospitalier selon l'appartenance ethnique. Donc c'est une étude qui a colligé les patients qui ont été hospitalisés dans un service de psychiatrie au Royaume-Uni, et puis cette étude a montré que la prévalence de la dépression est nettement inférieure à celle, donc la prévalence de la dépression chez les Britanniques d'origine africaine est nettement inférieure à celle, donc à la prévalence de la dépression chez les Européens, 1,6% versus 22%.
Dans la littérature, donc, plusieurs auteurs notent la surreprésentation de sujets originaires de l'Inde dans une population de patients maniaques en Grande-Bretagne. Autre étude qui note la prévalence élevée de manies récurrentes et rareté des dépressions bipolaires, mais dans un pays de l'Est et du Sud. La littérature suit, dans les études anglaises, comparant des patients bipolaires caucasiens, afro-caribéens et africains, les auteurs ont montré que les Africains présentaient un taux plus élevé de symptômes maniaques et plus de symptômes psychotiques. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire que nous avons une expérience, nous, personnellement, dans le service de psychiatrie de Monastir, je remarque que la polarité maniaque est plus fréquente que la polarité dépressive, même pour nos malades bipolaires. Donc, les admissions dans les services de psychiatrie, je pense qu'à SPAC c'est la même chose, sont plus fréquentes que les admissions pour dépression bipolaire. En Inde, les tableaux de manie récurrente sont d'observation courante, avec une fréquence significativement plus élevée d'épisodes maniaques. En Chine, donc, dans une étude prospective évaluant l'évolution des patients chinois présentant des manies récurrentes, aucun épisode dépressif n'a été relevé. Donc les manies bipolaires également, donc la classification chinoise des troubles mentaux a opté pour le maintien de la manie bipolaire, donc envers et contre toutes les autres classifications internationales. Quelles sont les hypothèses pour expliquer un tout petit peu ce constat, la fréquence de la manie et dans les pays du Sud et dans les pays et la fréquence de la dépression dans les pays du Nord. Donc, des études ont montré des différences dans les prévalences du trouble bipolaire et suggèrent que des facteurs culturels ou des facteurs de risque affectent l'expression de la maladie. Mais bien sûr, il y a des billets et des questions qui devront poser, donc sur le plan méthodologique. Est-ce que ces différences de prévalence sont réelles? Est-ce qu'elles sont liées à des systèmes de diagnostic différents? Est-ce qu'elles sont liées à des variations culturelles de tolérance vis-à-vis de la sémiologie dépressive dans les pays du Sud? Est-ce qu'on est plus tolérant vis-à-vis de la dépression? Ceci peut conduire à une sous-évaluation des épisodes dépressifs d'intensité légère à modérée ou l'évocation de l'existence d'un trouble bipolaire en miroir de la bipolarité du type 2, c'est-à-dire le trouble bipolaire de type 2 est un trouble défini par un grand D, petit m. Est-ce qu'il y a un trouble de type grand M, grand D plus fréquent dans les pays du Sud? Autant de questions qui sont posées et les réponses ne sont pas encore validées. Quels facteurs également peuvent intervenir pour expliquer ces différences culturelles? Trois hypothèses sont évoquées par les auteurs: une charge génétique, donc l'hérédité, le rôle de la consanguinité et l'hérédité, le facteur alimentaire également, les habitudes alimentaires, les facteurs nutritionnels, et enfin les conditions d'ensoleillement, puisqu'on parle de pays du Sud et du pays du Nord. On va donc tour à tour mettre le focus sur chacune de ces hypothèses. D'abord, pour le risque génétique élevé, la tendance des sujets souffrant de troubles de l'humeur à s'unir est probablement une cause, un facteur, et la culture, et il y a certaines cultures qui favorisent des liens de consanguinité, ils sont peut-être pour quelque chose. À titre d'exemple, une enquête tunisienne menée sur des milliers de familles a montré que le tiers des couples étaient endogames en Tunisie et que 23% des sujets avaient des liens de parenté de premier degré. Donc c'est dire l'importance de ce facteur-là. Deuxième hypothèse, le régime alimentaire, les habitudes nutritionnelles. Bon, certains auteurs et certaines études évoquent donc le rôle éventuel du régime méditerranéen, donc une alimentation riche en acides gras polyinsaturés de type oméga 3 qui serait susceptible d'exercer un effet protecteur contre la dépression. Une alimentation donc riche en nutriments dopaminergiques serait susceptible également de déclencher des manies. Donc des points d'interrogation, parce qu'on n'est pas, c'est pas validé comme hypothèse. Une étude a montré des différences entre les divers pays dans la prévalence du trouble bipolaire, et ces différences étaient corrélées à des facteurs comme la consommation de poissons, dans la mesure où le poisson est riche en acides gras oméga 3. Troisième hypothèse ou quatrième, la saisonnalité. Donc deux pics d'incidence des troubles affectifs, le printemps et l'automne, ça a été décrit depuis la nuit des temps, depuis Hippocrate, et quelques études sur la manie ont montré un pic estival. Donc, en l'occurrence, cette manie, là, j'ai parlé de l'expérience pratique, et je suis certain que vous partagez avec moi ce constat un tout petit peu de l'effet de la chaleur et peut-être de la lumière sur donc, la fréquence des rechutes maniaques en Tunisie, éventuellement, et dans nos services de psychiatrie.
Et ceci a été étudié et les hypothèses qui ont été émises, c'est une réactivité particulière à la lumière et le rôle de la photopériode sur un tout petit peu l'humeur. Passons maintenant, nous avons jeté un coup d'œil sur l'influence de la culture sur les troubles bipolaires, qu'ils soient dépressifs ou maniaques. Maintenant, un petit mot sur la culture et l'hyperactivité. De nombreuses questions demeurent posées, parce que là, est-ce que la culture a une influence sur le symptôme hyperactivité et de là sur le trouble déficitaire d'attention avec l'hyperactivité, loin d'être affirmatif. Des questions également demeurent posées et des éclairages sont éventuellement requis. Quel rôle joue la culture dans la définition du concept, l'épidémiologie de l'hyperactivité, la répartition par sexe, autant de questions qui demeurent posées en ce qui concerne cet aspect. Ce n'est pas la présentation à changer, peut-être que c'est un problème d'ordinateur. Donc, quelques éléments de réponse ont été amenés par une étude, c'est une étude transculturelle, toujours dans le rôle de l'influence, le rôle de la culture ou l'influence de la culture sur l'hyperactivité. Donc, un chercheur a essayé de creuser cet aspect et cette piste de recherche, et une étude transculturelle a été menée auprès de milliers d'enfants de groupes ethniques différents de la République d'Afrique du Sud. Et cette enquête a comporté deux parties, une partie épidémiologique, et dans cette partie-là, les conclusions étaient simples, c'est que les taux de prévalence et le sexe ratio ont été similaires en fonction des ethnies, un peu du même pays. Donc l'Afrique du Sud est un pays multi-ethnique. Effectivement, cette enquête a porté sur des enfants de plusieurs ethnies de l'Afrique du Sud, et la conclusion de cette enquête, donc sur l'hyperactivité en Afrique du Sud, chez les enfants en Afrique du Sud, n'a pas montré de différence significative, et la conclusion c'est que le trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité serait causé par des processus neurobiologiques en rapport avec des facteurs génétiques s'exprimant indépendamment des différences culturelles. Première partie de l'étude. La deuxième partie, c'est la passation d'un bilan neuropsychologique au groupe d'enfants hyperactifs. Et ce groupe-là a été comparé à un groupe contrôle, un groupe témoin, et le résultat était assez intéressant, puisque donc, cette enquête a montré la possible influence des facteurs culturels sur les schémas cognitifs à travers les pratiques éducatives. Donc là, c'est la conclusion des chercheurs, c'est possible que la culture influence les schémas éducatifs des enfants, et donc sur cet aspect-là, peut-être que la culture a un rôle à jouer. Je termine donc par le dernier point, quelques études, deux études en fait, c'est les études que j'ai trouvées, peut-être qu'il y en a d'autres, deux études tunisiennes sur le trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité. Le premier est un article, c'est un travail qui a été fait par l'équipe de pédopsychiatrie à Sfax, qui a été publié dans la revue Tunisie médicale en 2015, donc premier auteur. Et le deuxième travail est une thèse de doctorat en médecine, doctorat en médecine soutenu à la faculté de médecine de Monastir en 2016. Cette thèse vient d'être soutenue il y a quelques mois, donc elle s'intitule Trouble déficit d'attention, hyperactivité chez les adolescents, et étude qui a porté sur 447 lycéens de la région de Monastir. Cette étude avait pour objectif de décrire le profil épidémiologique du trouble déficitaire d'attention, d'identifier les facteurs cliniques et sociodémographiques associés et d'étudier le retentissement du trouble déficitaire d'attention de l'adolescent sur la scolarité et le fonctionnement social. La méthodologie était la suivante, donc il s'agissait d'une étude transversale qui a été réalisée auprès d'un échantillon représentatif d'élèves de 3e année secondaire, et l'échantillon était composé de 447 élèves du secondaire. Le déroulement de l'étude du 25 octobre au 30 novembre de l'année dernière, le recueil des données s'est fait par auto-questionnaire avec 3 parties, une fiche de renseignement, la passation d'une échelle d'auto-évaluation du trouble déficitaire d'attention, à savoir l'ASRS, c'est-à-dire le ADHD Scale,
rating scale, donc de l'adulte, et l'échelle de l'estime de soi de Rosenberg. Voici comment se présente cette échelle qui a été utilisée, l'échelle d'auto-évaluation du TADA, donc de l'adulte, une partie A et une deuxième partie B, donc passation de cette échelle. Les résultats, rapidement, le principal résultat est le suivant: la prévalence du trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité, 18% des adolescents, des lycéens, des collégiens, avec 12% filles et 6% garçons. Et enfin, une dernière diapo pour un tout petit peu parler du travail de Sfax, donc, qui a été fait en 2012. Et ce travail a trouvé une prévalence moindre de 9%. Et ce travail a été mené auprès de jeunes dans la tranche d'âge de 6 à 14 ans. Donc, ce qui explique un peu peut-être la différence de prévalence, c'est peut-être l'outil de diagnostic qui a été utilisé et qui est plus sélectif parce qu'il a mis en jeu un tout petit peu à la fois les enseignants, les enseignants. En conclusion, donc l'hyperactivité est un concept récent, pas encore validé, avec de nombreux, chez l'adulte je parle, avec de nombreux recouvrements symptomatiques. Le trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité et les troubles du spectre bipolaire sont les principales entités pourvoyeuses aux comorbides d'hyperactivité chez l'adulte, et des études transculturelles peuvent contribuer à une meilleure compréhension du trouble et de ses mécanismes éthiopathogéniques, en soulignant la nécessité de la validation des instruments diagnostiques pour compte tenu des constats que nous avons faits, compte tenu de l'éventualité de l'influence de la culture sur ces troubles et sur le symptôme hyperactivité. Et je vous remercie.